Nous sommes le 23 août, bienvenue, merci d'être avec nous sur RTI 1. Dans l'actualité, ce soir, 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan. Depuis le 9 août dernier, les travaux sont en cours. Pour la journée d'aujourd'hui, le directeur général sortant de l'UPU a dressé un bilan. Aussi, la candidature du Camerounais Younous Djibrine a été présentée. C'est le seul pays africain en poste de vice-directeur général. Nouveau dispositif de contrôle de vitesse, alcotest, sensibilisation des conducteurs. Le ministère des Transports ne lésine pas sur les moyens afin de sécuriser nos routes. Une brigade spéciale investit les routes pour sensibiliser directement les usagers. Dans la région du Béret, les jeunes de la commune de Sarala ont reçu le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Il était question des opportunités d'emploi, notamment en milieu rural. Et puis dans la lutte contre la Covid-19, les autorités américaines approuvent définitivement le vaccin Pfizer. Il bénéficiait depuis décembre d'une autorisation d'urgence. Bonsoir à tous. Voilà 15 jours que le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU réunit à Abidjan les experts du monde entier dans le domaine de la poste. Cette semaine marque le dernier virage de ce sommet mondial. Cheikh Koné nous propose un point. Après 9 ans passés à la tête de la direction générale de l'Union postale universelle, l'ambassadeur Bichar Hussein cède son fauteuil à une nouvelle équipe dirigeante, non sans dresser le bilan. Avoir ce congrès ici en Côte d'Ivoire dans un contexte de la pandémie et refaire certains amendements, c'est déjà un résultat concret en lui-même. Nous avons refait des réformes structurelles de l'Union. J'ai réduit le temps des sessions qui était dédié aux réformes institutionnelles. Nous avons, comme je le disais tantôt, créé l'équilibre du genre et puis nous avons aussi créé une balance au niveau du nombre des membres du Conseil. Bichar possède une grande expérience de l'UPU et des questions postales. Son passage à la tête de l'organisation a permis à 90 pays d'améliorer leur performance en matière de qualité du service postal. Des acquis que le directeur général sortant invite ses successeurs à capitaliser. Je pense que la Poste a un futur très réluisant. Tous comprennent les défis très bien. Le 27e congrès de l'UPU entame à partir de ce lundi sa dernière ligne droite avec comme point culminant le début du cycle des élections du nouveau directeur général et du vice-directeur général. Ce mercredi 25 août, pour le poste de vice-directeur général, 4 candidats sont aux prises, dont un seul Africain, le Camerounais Younous Djibrine. Alors, M. Younous Djibrine, que plusieurs d'entre nous connaissons plutôt très bien, possède de nombreux atouts à mettre au service de l'UPU. Son aptitude à développer et entretenir un réseau de relations sociales et humaines utiles et fructueuses, des compétences professionnelles ainsi qu'une expertise avérée dans le domaine postal. Les élections du directeur général et du vice-directeur général du Bureau international ont lieu au scrutin secret successivement à une ou plusieurs séance se tenant le même jour, est élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés par les pays membres présents et votants. Plus de 600 délégués sont à Abidjan à la faveur de ce sommet mondial de la Poste. Et à côté des travaux qui se tiennent au Sofitel Hôtel Ivoire, les congressistes découvrent les richesses touristiques ivoiriennes. Ils se sont rendus ce week-end sur la baie des milliardaires à l'île Boulé. Marie-Ange Afoué et Issaïo nous y conduisent en images. Danse, jeux, baignade et gastronomie. Telles sont les activités au menu de l'excursion des congressistes du 27e sommet de l'Union postale universelle, UPU, à l'île Boulé. Après 2 semaines de travaux intenses, l'heure est à la découverte. C'est un congrès qui dure 3 semaines. Donc la Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte, a voulu offrir à ses congressistes, ses invités, tout ce qu'elle a de meilleur, tout ce qu'elle a de beau. Et nous avons donc organisé plusieurs excursions dans la capitale Yamoussoukro, et également sur le bord, on va dire, de lagunes. Donc c'est une expérience exceptionnelle pour des personnes qui découvrent pour la première fois l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas qu'on pouvait trouver un endroit aussi beau en Afrique.
Magnifique, vraiment extraordinaire. J'entends parler beaucoup de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour la production du cacao, du café. Mais on n'entend pas parler autant que ça pour le tourisme. Donc je pense que ce pays a le potentiel pour devenir l'une des plus grandes destinations touristiques du monde. Les congressistes n'ont pas boudé leur plaisir, visiblement heureux de découvrir les opportunités touristiques de la Côte d'Ivoire. Ce lieu est très merveilleux, c'est très beau. C'est au milieu de la nature. C'est fantastique parce que tu te sens comme au milieu de la forêt, de la nature. Et je suis très contente parce que chaque week-end, nous avons le privilège de découvrir d'autres lieux, d'aller en excursion. Je pense que plusieurs personnes vont quitter ce pays avec de bonnes idées. Après cet intermède, les travaux du 27e sommet de l'UPU reprennent de plus belle ce lundi, avec pour activité phare la conférence de presse du directeur général de l'Union postale universelle. Voilà une conférence de presse que vous avez vue tout à l'heure en images. On s'intéresse à la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Pour mettre fin à l'incivisme sur les routes, le ministère des Transports accentue la sensibilisation. Ce week-end, les forces de l'ordre ont investi le terrain. Les usagers de la route ont été invités au respect du code de la route afin d'éviter les accidents de la circulation. Moussa Konaté. Ce conducteur de minicar est soumis à l'alcotest. Testé négatif, il est autorisé à reprendre le volant de son véhicule. La voie Port-Boué-Grand Bassam est investie ce jour par la police spéciale de la sécurité routière. Nous avons mis déjà des dispositifs en place, que ce soit au niveau de Port-Boué, au niveau de Koumassi et au niveau de Bassam, pour lutter contre l'incivisme sur nos voies. Test d'alcoolémie, échange avec les chauffeurs, distribution de dépliants. Les gestes sont les mêmes sur l'autoroute du Nord. Au kilomètre 17, un nouveau dispositif de contrôle de vitesse est installé. Bon, déjà, on sait qu'il y a un radar sur la route, donc on limite à 60, doucement, jusqu'à la destination. Donc ça fait que tous les cars, les mini-cars, tout le monde va doucement. Le conducteur qui est en infraction sera notifié, mais si l'infraction est trop grave, soit il commet un accident, je ne sais pas, un peu au-delà de notre position, il y a la possibilité de l'intercepter au niveau du péage de Saint-Grobo. Cette action s'inscrit dans la phase de sensibilisation sur l'incivisme routier. Nous avons sensibilisé les uns et les autres sur la nécessité donc d'avoir une bonne immatriculation, de bons pneus, de bons freins. Nous avons insisté également sur la nécessité de faire les mutations pour les personnes donc, qui n'ont pas encore fait leur mutation en leur nom. Après cette étape, bientôt la répression. Vous commettez une infraction au code de la route, les caméras, notamment à Abidjan et sur les voies accidentogènes, vous flashent. Et systématiquement, vous allez recevoir un message pour dire que vous avez commis tel jour, à tel endroit, une infraction. À partir de là, on vous invite donc à aller payer l'amende qui va avec. Pour nous, il ne s'agit pas forcément de réprimer. Ce n'est pas le but. L'objectif recherché, c'est plus les routes sûres. Avoir de bons comportements sur la route. La phase de répression est prévue démarrer le 7 septembre prochain, mais déjà des interpellations. Ce lundi, ce chauffeur auteur d'un accident de la circulation à Yopougon a été mis aux arrêts. Testé positif à l'éthylotest, il va subir la rigueur de la loi. On part maintenant pour Sarala, dans la région du Béret, zone centre de la Côte d'Ivoire. Les opportunités d'emploi pour la jeunesse ivoirienne y ont été présentées par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Mamadou Touré a aussi invité les jeunes bénéficiaires de projets à être des ambassadeurs dans leur localité, afin de permettre à d'autres jeunes de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Charles Tatou. Sarala, commune de plus de 20 000 habitants dans la région du Béret. La jeunesse représente plus de la moitié, de, 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 Elle est également au cœur de l'action gouvernementale
pour son insertion professionnelle. L'opération Agir pour les jeunes, deuxième version, qui a permis à 48 jeunes de Sarala de bénéficier de 23 731 363 euros. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, qui a permis de traiter 120 personnes ici à Sarala pour un montant de 24 700 000 francs CFA. Des actions concrètes en faveur de ces jeunes du monde rural. Action dans laquelle la municipalité joue un rôle majeur. Il a promis, en raison des liens qu'il noue avec nous, améliorer la situation de l'enveloppe budgétaire allouée à Sarala. Vraiment, nous lui disons merci pour ça. Ils ont lancé encore le AJ2. Je suis partie déposer mes dossiers et j'ai bénéficié de la somme de 500 000 francs pour continuer mes activités. Dieu merci, j'ai pu rembourser les 500 000 francs. Au niveau de la jeunesse, c'est vrai que les fonds sont disponibles, mais il faut que la jeunesse va vers les guichets emploi de jeunes pour avoir plus d'informations et plus de financement. Une rencontre du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, avec les jeunes de Sarala, donc pour éclairer davantage leur lanterne. Mamadou Touré invite surtout les bénéficiaires à relayer les bonnes informations afin que d'autres jeunes puissent s'insérer dans le tissu socio-économique. Nous avons énormément de jeunes qui sont encore en attente, donc de perspectives. Et ça, c'est de nature à faire en sorte qu'on démultiplie toutes les initiatives pour aider ces jeunes. La politique gouvernementale en faveur de la jeunesse est désormais une réalité chez les jeunes de Sarala après la visite du ministre Mamadou Touré dans leur localité. L'Organisation des ambassadeurs de paix en Côte d'Ivoire s'engage à promouvoir le vivre ensemble. Des ex-combattants des crises survenues en Côte d'Ivoire mettent la main à la pâte. Une rencontre a eu lieu dans la commune de Yopougon pour joindre l'acte à la parole. Théodore Zouzou et Franco Adio. Yopougon-Niangon, terrain de la paroisse Saint-Pierre, deux ex-combattants, Mao Glofei et Enza Karamoko, dit commandant Fognon, militairement actif lors de la crise post-électorale de 2010, marchant main dans la main. Et cela sous les regards de populations venues des quartiers alentours, Yamsokro, Gwenta, Fete et Saint-Pierre. Nous sommes à la célébration du vivre ensemble harmonieux, une initiative des ambassadeurs de la paix qui sont des démobilisés des deux camps ennemis d'hier. Objectif, sceller définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Hier, ceux qui étaient des belgérants, ceux qui étaient des dieux de la violence, des maîtres seigneurs, unis, pour dire désormais nous tournons dos à la violence, aux armes, aux manipulations. Ces ambassadeurs, forts de leurs expériences d'ex-combattants, s'engagent à livrer désormais bataille pour la promotion de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Enza Karamoko et Mao Glofei s'inscrivent dans la dynamique. Je suis content d'être au milieu de mes amis qui étaient hier mes ennemis. On se donne la main aujourd'hui. Fognon, mon frère, le commandant invisible, on se voit aujourd'hui, on est là. L'Ivoirien doit savoir qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent donner des instructions aux jeunes si ce n'est pas nous. Donc, c'est la fierté, la satisfaction de tous pour la Côte d'Ivoire unie. Rester dans la prospérité absolue. Est-ce que nous voulons? Le ministre Adama Diawara, parrain, s'est engagé à les soutenir. Cet acte est encouragé à plus d'un titre. Et vous avez vu Mao Glofei et Boer, commando invisible, main dans la main, en train de fraterniser. C'est ce genre d'image que nous voulons voir. La politique ne doit pas nous diviser. La politique doit être plutôt un facteur de réconciliation, de paix et surtout de développement. Les ambassadeurs de la paix, certains vivant dans des conditions précaires, souhaitent une oreille attentive des autorités quant à leurs préoccupations. Dans l'actualité sanitaire, le coronavirus continue de faire des victimes dans le monde. En Côte d'Ivoire également, le virus continue sa course meurtrière. Où en sommes-nous aujourd'hui? Voyons le point de cette journée.
Pour ce lundi 23 août, 85 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en Côte d'Ivoire, 192 personnes déclarées guéries et 2 décès. Un total de 1 275 868 doses de vaccins ont été administrées. Une vaccination qui reste gratuite et volontaire en Côte d'Ivoire. Le pays a d'ailleurs reçu dernièrement près de 1,6 million de doses de vaccins Pfizer financées par le dispositif COVAX. Dans le même temps, les autorités américaines approuvent définitivement le vaccin Pfizer. Il bénéficiait depuis décembre d'une autorisation d'urgence. La vaccination va donc devenir obligatoire dans l'armée américaine, selon une annonce du Pentagone. Ce sera aussi certainement le cas dans plusieurs pays. Les autorités pourront imposer la vaccination sans crainte de recours légaux. Sur la scène culturelle ici en Côte d'Ivoire, à Adiaké, dans le sud-est du pays, l'Abada Festival a réuni pour sa 7e édition plus de 4000 festivaliers. Le riche patrimoine culturel du peuple Bétibé a été mis en attraction avec entre autres le tam-tam Abada, la pirogue sacrée ou encore un concours d'art culinaire. Davy Soyo et Serge Koléa. Etioboué, siège du royaume Bétibé, sur les rives de la Bia, dans le sud Komoui. Le peuple est en fête. L'Abada, le tambour, vieux de 200 ans, est sorti de la case sacrée pour une procession. Au premier rang, les vierges, symbole de pureté. Ensuite, les matrones, représentant les 5 grandes familles du peuple Bétibé. Les guerriers qui ont pour mission de protéger le tambour et le roi ferment la marche. Nous sommes à la 7e édition du festival Abada. Une célébration tournée vers la promotion du patrimoine culturel du peuple Bétibé. À travers ce festival, nous souhaitons montrer au monde entier la culture Bétibé, le peuple Bétibé, qui est un grand peuple. Voici l'entrée majestueuse d'Abakwa Bangbangi II, roi des Bétibé. C'est l'un des rares moments de communion entre le souverain et son peuple. L'Abada se danse avec force et vigueur. Les guerriers démontrent leur puissance et leur dextérité sur les champs de bataille. Ce que j'aime à l'intérieur d'Abada Festival, c'est le fait que les fils et filles du village se retrouvent. Ça a été une découverte pour moi. J'ai vu des choses mystiques, des choses vraiment incroyables. Invité spécial de ces réjouissances, le député maire d'Adiaké, Yacouba Iensié, et le président du conseil régional du Sud Komoui, Eugène Akaouili. Tous sont venus témoigner leur attachement aux valeurs ancestrales Bétibé. On voit que le Sud Komoui est en plein bouillonnement culturel. Ce n'est pas du mimétisme. Il y a là vraiment une véritable identité du peuple Bétibé. Et ceci est normal. C'est tout de même l'un des peuples les plus anciens de Côte d'Ivoire qui ont vécu ici. Et Dieu merci qui continuent de vivre encore ici. Autre moment d'attraction, la parade de la pirogue sacrée. Une quarantaine de guerriers montre la parfaite symbiose entre le peuple, l'eau et l'adoration du caïman, emblème des Bétibé. La célébration de l'Abada marque la fin d'une année et le début d'une autre. Le Djaka Festival attire lui aussi du beau monde dans le Lodjibois. À Divo, la 11e édition a duré 5 jours. Elle a été axée sur la thématique du travail avec une lucarne sur le pagne raffia tissé du peuple d'Ida. Franck Quadio. Le guerrier dans l'arène. Les Achans du village d'Anono, à nouveau invités spéciaux du Djaka Festival. À Divo, dans le Lodjibois, le festival porte les valeurs des cultures des peuples d'Ida, Godier et Ali. Nous sommes à la 11e édition. Pratiques culturelles et culturelles, gastronomie et l'attraction, le Nigbelilokui, le raffia tissé, l'artisanat local mis en valeur, de quoi donner des idées. Au-delà de ce que nous voyons à l'extérieur, nous partons à l'extérieur pour voir ce qu'ils ont d'important.
pourquoi aussi ne pas faire ressortir cela et l'exporter afin que nous puissions nous vendre aussi à l'extérieur. Le thème cette année, le travail, une façon de célébrer le mérite et les valeurs de l'effort, une édition à tout point de vue positif selon le commissaire général. Nous allons récompenser ceux-là qui ont tracé les sillons du développement de notre région et enfin les élèves qui prennent la relève. Mais nous appelons toute la jeunesse à se mettre au travail, toute la population à se mettre au travail si on veut que Diaka continue, Diaka perdure et que la région continue son développement. Le Diaka Festival, c'est aussi un aspect spectacle grand public et la nuit tombée. La scène fait place au rythme contemporain. Une 11e édition, tout aussi didactique. Notons que la star ivoirienne, leader du groupe Magic System à Salfo, a participé aux festivités en animant un panel sur les dangers de l'immigration clandestine. L'art musical, thérapeutique et culinaire également mis en exergue à Dabré dans le département d'Alépé. La première édition du Festigua fait la promotion du riche patrimoine culturel de la région. Astou Touré. Le Festigua en marche pour la valorisation de la culture du peuple Goa, peuple du département d'Alépé. Ce festival, qui est à sa première édition, entend réunir les fils et filles du village de Dabré autour des valeurs de paix, de cohésion, mais surtout de promotion du patrimoine artistique, traditionnel, ludique, thérapeutique et historique. Nous venons de l'Égypte. Nous en voulons pour preuve le système vestimentaire, les us et coutumes adoptés, ainsi que les différents noms que nous portons aujourd'hui. Cathy Loba, première artiste moderne Goa, salue cette initiative. Je suis heureuse parce qu'il faut connaître sa culture. L'art et la culture, facteurs de développement économique et social, un thème évocateur qui cadre bien avec la vision du parrain Fosséni Dambélé, directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne. La matière, c'est l'histoire du peuple. Ce sont les costumes qui sont particuliers, ce sont les mets qui sont particuliers, ce sont les jeux de société qui sont particuliers et ce sont les danses qui sont particulières. Mes remerciements à titre personnel, les remerciements du comité d'organisation, mais les remerciements de tout le peuple bois, parce que le DG de la RTI n'a pas hésité un seul instant à apporter son soutien à ce festival. Nous ne sommes pas surpris, parce que M. le directeur général est un homme de culture. Cet objectif visé par les initiateurs est en parfaite harmonie avec la vision du directeur général de la RTI qui, dès sa prise de fonction en 2019, a inscrit au chapitre de ses priorités la production d'émissions télé et de documentaires pour la promotion des valeurs culturelles, coutumières, valeurs traditionnelles en général dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La première édition du Festigua prendra fin le dimanche 29 août prochain. Les professionnels de l'artisanat se mettent ensemble pour valoriser leur art. L'Association des fiers artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire a initié des journées culturelles. À travers expositions, panels et échanges, il s'agit surtout de promouvoir et valoriser le métier d'artisan. Djeneba Bini et Isayo. Expositions et panels au cœur des journées culturelles organisées par l'Association des fiers artisans et bijoutiers de Côte d'Ivoire, AFAPSI. 3 pays de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Ghana, ont répondu présents à cette exposition qui vise à promouvoir l'artisanat et la créativité des artisans africains. Les habits, c'est fait par nous-mêmes. Cela, c'est le produit qui est fait en coton. Chez nous, tissé à la main. Cette exposition est l'occasion pour les membres de l'AFAPSI de rendre hommage aux 30 ans de carrière du fondateur, Kambou Moustapha, bijoutier. Ce dernier a profité de cette célébration pour faire un bilan de ses activités. Le bilan va être assez positif, avec beaucoup de difficultés. Je vais dire qu'elle a été générationnelle. On est arrivé dans l'artisanat à un moment donné où il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels.
Et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui maîtrisaient vraiment la déontologie de la chose. Après que le code de l'artisanat ait été promulgué par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, nous nous sommes mains et pieds impliqués dans l'organisation de la chose. Selon Kambou Moustapha, le secteur de l'artisanat est un milieu prometteur qui regroupe 8 branches d'activité, 245 métiers et 5 millions de personnes qui dépendent de ce secteur en Afrique. Et on a aussi coutume de dire que la politique, c'est de l'art. Dans le département de Saint-Fra, les militants du RHDP réaffirment leur engagement. La ministre Arlette Badou, émissaire de son parti, y a échangé avec sympathisants et militants. Une occasion pour elle de les appeler aussi à la cohésion et au vivre ensemble. Michel Digré. Comité de base, structure spécialisée de jeunes et de femmes, les délégations départementales du RHDP de Saint-Fra entendent consolider la présence de leur parti dans la localité. Le département de Saint-Fra compte 4 délégations départementales pour un total de 107 délégués de secteur et de 624 comités de base à ce jour. Cette cartographie démontre clairement, Madame le ministre, l'implantation de notre parti, le RHDP, sur l'ensemble du département de Saint-Fra. La ministre Arlette Badou invite les militants à rester toujours mobilisés, mais surtout à maintenir les acquis de la cohésion sociale dans le département. La grande région de la Maraoué, et principalement le département de Saint-Fra, est une illustration de cette cohésion sociale et de cette politique de vivre ensemble. Nous avons de fortes communautés malinquées, de fortes communautés baoulées, et nous avons la communauté Gouro qui cohabite ici harmonieusement pour faire avancer le département. Et c'est grâce à vos efforts de paix, de vivre ensemble, et votre engagement auprès du président de la République aujourd'hui, Saint-Fra a changé de visage. Pour matérialiser leur hospitalité légendaire, les populations ont fait de la ministre Arlette Badou fille de la région de la Maraoué. Les populations de Kani dans le Ouorodougou font l'état des projets de développement initiés chez elles par l'État de Côte d'Ivoire, des travaux engagés pour l'adduction en eau potable, l'électrification, la voirie, entre autres. Les ressortissants et habitants de cette localité du nord ivoirien s'en félicitent et traduisent toute leur reconnaissance à l'État ivoirien. Kader Sogodogo. Place de la gare routière de Kani. La mobilisation des filles et fils de ce terroir ouorodougouka est totale. Ils ont un seul objectif, marquer leur reconnaissance à Alassane Ouattara. Kani, sous l'impulsion du chef de l'État, a fière allure. Bitume dans la ville, bitumage de l'axe Kani-Bundiali. Taux d'électrification de 92% aujourd'hui contre moins de 30% en 2011. Santé, éducation, adduction en eau potable, les lignes bougent. La promotion des cadres également. Un des leurs, président du conseil régional, acteur majeur de développement, Boaké Fofana a même été appelé au gouvernement. Tous les chefs sont présents, tous les présidents des jeunes, les présidents des femmes, toutes les associations, tous les délégués des secteurs, tous les présidents de comités de base sont présents pour dire merci à Kani, merci à Boaké, merci au chef de l'État. Chez nous, être reconnaissant, c'est une recommandation divine. Donc, cette manifestation de reconnaissance au président de la République est une manifestation de foi. Kani et l'ensemble du Ouorodougou doivent beaucoup à Alassane Ouattara. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Je puis vous assurer, devant mes parents, ici réunis, que je ne ménagerai aucun effort pour mériter cette confiance. Et je reste convaincu que les bénédictions de ces guides religieux et chefs traditionnels vont accompagner mes collaborateurs et moi-même. Cette journée d'hommage au président de la République était placée sous le parrainage du Premier ministre Patrick Haché. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, qui le représentait, invite les Ivoiriens à espérer à une Côte d'Ivoire qui va de l'avant sous l'impulsion du chef de l'État. Nous avons toutes les raisons de soutenir son Excellence Alassane Ouattara. Car nous savons tous
tous les actes hautement significatifs de développement qui ne cessent de poser. Le président de la République pose des actes en matière politique, sociale et économique, de sorte que nous qui sommes ses disciples, nous soyons éloquents. De nombreuses danses du terroir ont apporté leur contribution pour l'aspect festif. Et puis aux États-Unis d'Amérique, l'État du Tennessee a été frappé par de violentes inondations après des précipitations records. Le bilan est lourd, 16 morts et une quarantaine de disparus. Les pompiers et la police continuent de déployer des moyens importants pour trouver d'éventuels survivants. C'est la fin de ce journal, retrouvé à 20h50 sur RTI 1, votre magazine La Côte d'Ivoire en marche. Delphine Blas vous propose ce soir un gros plan sur les secteurs de l'assainissement et du drainage. De gros ouvrages ayant été réalisés afin de prévenir inondations et éboulements en saison pluvieuse. Agréable fin de soirée sur RTI 1 et à demain.